Bon, les gars, après cette petite pause, car effectivement nous avons pris une semaine de vacances avec le Hussard, eh bien nous sommes de retour et j'espère plus en forme que jamais parce que je sens que le Hussard là actuellement tu es chaud bouillant. Il s'est passé des tas de choses cette semaine. Chaud patate. Chaud patate. Vraiment, là, on a eu une semaine incroyable. Et puis, on a la reprise des podcasts. Mais je suis à bloc, à balle. Voilà, alors parce que vous l'écoutez vous avec un tout petit peu de décalage, mais il s'est passé des trucs de dingue cette semaine. Alors il s'est passé l'élection de Donald Trump aux États-Unis, qui n'était pas exactement prévue par la plupart des experts et des politologues qui peuplent les plateaux de télévision français. Et il s'est passé aussi l'annonce des différents prix littéraires, et ça, je sais que ça te hype, mais totalement. Alors, exactement, parce que autant Trump, ça a été une grande victoire populaire, autant les prix littéraires, c'est un peu une grande défaite populaire permanente depuis un long moment. Alors, en plus, ceux de cette année, ils ont même pas l'air d'être dans le top de ce qui se fait en termes de catastrophique. Mais alors, en général, c'est quand même pas très glorieux. Et surtout, bah, c'est des prix donnés par copinage. Et tout le monde le sait. Et c'est un peu une hypocrisie parce qu'on n'ose pas le dire. Mais ça provoque quand même des ventes colossales. Et bah, en fait, j'ai un peu envie qu'on en parle parce que c'est quand même un sujet d'actualité. Et j'ai envie que de là, on fasse un peu notre petite spécialité qui est quand même de rager légèrement sur l'incompétence des gens dans le milieu du livre. Parce que je crois que toi, tu as eu quelques petits événements moins agréables cette semaine. Oui, alors je n'osais pas en parler. Effectivement, on va parler du Ponzi des prix littéraires juste après, parce que je crois qu'en fait, c'est un Ponzi. Mais on va parler aussi oui, effectivement, du milieu du livre et de ses défauts. Moi, pour ma part, alors ça fait un certain nombre d'épisodes de podcast que je tease aux gens et que j'ai eu plein de retours hyper positifs. La sortie imminente du livre de Thomas Sowell. Alors, je vous fais une mise à jour de ça, parce que alors, moi, dans une réalité virtuelle alternative, ce livre serait déjà actuellement en train d'être imprimé, voire peut-être même qu'il serait arrivé en palette chez moi. Voilà. C'est ça le niveau d'avancement qui est censé être à ce stade de l'aventure. Sauf que en réalité, bah, j'ai un bon à tirer qui actuellement est toujours en train de se faire analyser, disséquer et vérifier, on va dire, par les ayants droit, qui se trouvent être une espèce de grosse multinationale qui contient une branche américaine et une branche française. Et ces ayants droit ont en fait un droit de regard sur ce que je fais du texte original, ce qui est tout à fait normal de ce point de vue-là. C'est pas là-dessus que c'est problématique. Sauf que, eh ben, en fait, comme vous vous en doutez peut-être, le contexte un peu explosif des élections américaines, combiné au fait qu'on essaie de traduire un auteur vraiment de premier plan, qui a un lien en fait même avec une partie des débats politiques qui peuvent avoir lieu côté américain. Et ben ça a tendance à un petit peu crisper tout le monde, et donc en fait on est sur un cas un peu de, je vais pas dire de blocage, mais en gros ça freine des cas de fer pour pas que le truc avance. Je présume qu'avec la fin de la parenthèse électorale, ça va peut-être se débloquer, mais c'est vrai que là c'est On espère. compliqué, hein. C'est vraiment très compliqué. Les gens se rendent pas forcément compte, ils ont l'impression que tu achètes les droits, etc. Mais en fait, même une fois que tu les as achetés, une fois que tu as signé, une fois que tu as tout qui est OK, même quand C'est infini. ça peut durer T'as des un nombre plombs de en fait. clauses qui est. Ah oui, t'as un nombre de clauses qui sont incroyables parce que tu peux. L'ayant droit valide quand même le titre du bouquin, il valide la couverture, il valide la quatrième de couve. Et puis surtout, tu parles pas directement avec lui, donc tu peux. Enfin, pas toujours en tout cas. Donc souvent, tu te retrouves à parler avec un larbin français qui parle avec un larbin US qui parle avec le big boss. Donc en fait, c'est le téléphone arabe, les informations se perdent. Enfin bref, c'est une galère absolue. C'est pas du tout comme aller acheter une canette de coca au distributeur en fait, hein, d'acheter les droits d'un bouquin. C'est une espèce d'usine à gaz dans laquelle il y a beaucoup de parasites et de gatekeepers, comme on dit, qui se retrouvent à prendre leur billet et à justifier leur ticket restaurant à 11,40 € sur ton Et dos, je en veux fait. pas rager inutilement, mais en plus, ce qui est particulièrement croustillant, c'est que tous ces intermédiaires ne sont même pas bilingues français-anglais, ce qui est particulièrement amusant quand il s'agit Génial. de devoir expliquer en quoi la traduction est particulièrement fidèle au texte. Enfin, voilà, je vous laisse imaginer ce que ça peut Alors donner que de surtout que toi, discuter avec des gens de la fidélité d'une traduction quand en fait ils parlent pas anglais, par exemple.
C'est marrant. Mais surtout que toi, t'es bilingue en plus. Donc tu aurais pu en tout cas, t'as un très très bon niveau d'anglais. Ah quoi. oui, Donc, oui, non, mais moi j'ai pas de ils peuvent te problème. faire confiance, J'ai pas de quoi. problème. Enfin, Ouais. par exemple, Théodore Dalrymple, on avait discuté directement avec lui. En fait, l'ayant droit nous avait mis en Ouais. contact. On avait fait une visio, on avait discuté en direct. Et ça avait permis de lever certaines des ambiguïtés sur les traductions, etc. Mais ça fait partie du processus. Et en même temps, quelque part, c'est la partie un peu ingrate. C'est que bah là, en l'occurrence, on se prend des délais pas possibles qui sont même pas de notre fait, en fait. Nous, on a fait passer Ouais, traduction, tout à fait. on a fait passer 3 relectures dessus. Donc, on a vraiment un texte qui est aux petits oignons. Il est mis en page et tout. Donc vraiment, moi j'ai le bon à tirer, je peux l'envoyer à l'imprimeur demain en appuyant sur un bouton, mais il est coincé parce que en fait il y a des étapes en plus quoi, qui dépendent pas de moi. Ouais, ouais. Bah écoute, alors, essayons de nous consoler et de voir ce qui est positif. Si les gens ne peuvent pas avoir leur Thomas Sowell pour Noël, ils l'auront de toute façon tôt ou tard, ça on s'inquiète pas pour ça. Ils pourront toujours se rattraper avec les nouveautés de la Giberne qui sont en préparation. Ah, Parce que de mon côté, il n'y a pas d'élection américaine qui bloque, il n'y a pas d'ayant droit casse-couille. Et donc en fait, ce que ça fait, c'est que le bouquin, la suite de l'hydre, eh ben, il sera disponible pour Noël. Ça y est, c'est officiel. Je suis en train moi-même là, quand on enregistre ce podcast, aujourd'hui, j'ai eu des discussions avec l'imprimeur pour finaliser une partie du dossier. Donc vraiment, tout est à peu près prêt. On prépare aussi un petit cadeau de Noël pour les clients les plus fidèles. c'est sympa ça. Et tout ça nécessite des développements en interne, des ajouts. En fait, il y a beaucoup de choses que les gens voient pas, hein, c'est toujours pareil, hein, tout ce qu'on prépare dans les arrière-boutiques. Et dessus, on a mis un gros coup avec le développeur dans les dernières semaines. Big up à lui. Donc voilà, on est vraiment très très content. Ça se présente bien, ça avance bien. Et en 2025, normalement, on aura un planning de parution un peu plus chargé que cette année, où on avait sorti donc 3 livres cette année et 2 livres en 2023. Là, on va essayer d'en sortir 5 ou 6, donc à peu près un tous les 2 mois. Comme ça, je pense que tout le monde pourra y trouver son compte et trouver des choses qui l'intéressent, parce qu'on va pouvoir explorer plein de thématiques littéraires intéressantes et quand même en prenant le temps de travailler bien chaque texte et d'apporter vraiment quelque chose. Donc, je pense que ça va être une année très riche, une année de possibilités, comme on dit quand on ne sait pas quoi dire. Ouais, alors ce genre de jargon a tendance à me donner un peu des boutons, mais oui, d'accord, bah super. Moi, je suis très content. Est-ce que ça te donne des boutons plus ou moins que l'attribution du dernier prix Goncourt? Je pense un peu plus, parce que en fait, pour être tout à fait Ah ouais. honnête avec toi, C'est lourd. j'ai dépassé l'étape de ma vie où j'étais en rage à chaque fois qu'il y avait un prix qui sortait et que c'était pas mon poulain de l'année qui était décoré, tu vois. Donc tu t'énervais vraiment positivement, c'est-à-dire que tu avais repéré un bon roman une année par exemple et tu te disais bah, j'espère qu'il va avoir le prix Goncourt, tu le voyais dans la sélection ou tu le voyais pas dans la sélection et tu t'énervais en fait. Et puis surtout, j'avais l'impression que le prix Goncourt en question, il sortait de nulle part et que c'était pas un bouquin particulièrement, enfin, ni pertinent, ni intéressant, ni qui, moi, me plaisait, en fait. Et je me disais, mais attends, mais c'est qui ces gens qui choisissent mais sur quels critères comment c'est fait, cette histoire et tu vois, naïvement, pendant très longtemps, j'ai cru que c'était juste une histoire de grands littéraires qui avait un sens particulièrement affûté de ce qu'était le beau verbe. Oh, la naïveté. Et voilà. Et après, bah, en fait, on m'a expliqué que c'était juste. Comment ils appellent ça Galigrasseuil. Ouais, exactement. Qui Gali se Grasseuil, se bouclaient entre eux et qui s'organisaient des espèces de grandes parties où ils se divisaient les actions entre eux. Bon, bah, toi, tu vas récupérer tel prix. Allez, tu vas pouvoir en tirer 200 C'est 000. à peu près ça. Allez, toi, tu vas pouvoir récupérer celui-là. Tu en tireras 150 000. Et c'était une histoire de pognon, en fait. Et bon. C'est vraiment ça. Bon, je propose qu'on dise aux gens de s'abonner, de partager le podcast aux amis, de soutenir psychologiquement Moss, de passer sur le site de la Giberne et sur le site de Carmin et qu'on le balance le générique. On est à 9 minutes maintenant d'enregistrement. Les intros sont de plus en plus longues, il faut qu'on arrête là. Ouais, c'est plus une intro. En fait, le développement va finir par devenir une outro en fait, si on continue comme ça. Donc, je propose qu'on balance le générique et qu'on enchaîne tout de suite avec comment dire, la déculottée méritée. Ça de ces marche. prix. Générique. Regagnez le carré! Feu! Bon alors, à chaque fois je commence comme ça en disant gros sujet, mais c'est vrai que c'est un sujet très vaste quand même, celui des prix littéraires. C'est un rabbit hole, tu vois, quand tu commences à creuser un peu. De loin, ça a l'air sors plutôt circonscrit à Renaudot, Goncourt, Femina, quoi.
Ouais, il y a beaucoup de prix littéraires. Je crois qu'il y en a des centaines en France. J'ai plus le chiffre exact, mais ça tourne, ça se compte en centaines, hein, ça c'est sûr. La plupart des prix sont en fait un regroupement de copains qui aiment bien débattre de quelques bouquins et vaguement ils peuvent avoir un petit coucou du vainqueur s'il passe dans la ville à ce moment-là. Voilà, mais c'est des prix qui n'ont pas d'incidence et qui sont. En fait, c'est bénin comme opération, c'est juste un petit truc. Voilà. Mais en fait, ce qu'on appelle les prix littéraires, ou en tout cas ce qu'on entend derrière souvent, c'est les prix qui sont prescripteurs, c'est-à-dire ceux qui entraînent des ventes. Et là, il y en a une poignée. Le Nobel en fait partie, c'est pas le meilleur d'ailleurs pour ça. Le meilleur, c'est soit le Goncourt, soit le Renaudot, soit le Femina. Et puis, tu en as quelques autres qui peuvent avoir une petite importance, le Vepler par exemple, ou ce genre de choses. Mais globalement, c'est vraiment ces trois-là, le Goncourt, le Renaudot et le Femina. Et en fait, je précise peut-être parce que toi, tu es tellement centré sur Ouais. le sujet que tu te rends peut-être pas compte qu'il y en a d'autres aussi. C'est Vas-y, qu'en vas-y. fait, on parle ici de prix qui s'adressent à parler de romans. Mais il y a des tas de niches dans d'autres sujets où il y a des prix spécifiques. Tu prends la BD, il y a des prix Oui, spécifiques en bien sûr, BD, bien sûr. il y a des prix spécifiques Oui, il y a en Angoulême, poésie. etc. Enfin, Ouais, voilà. bien sûr. Là, on parle de romans, quasiment au sens pur, Mm. et je crois, enfin, et tous les autres prix, on en D'ailleurs, parlera peut-être d'ailleurs, que de manière très marginale, en fait. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, on peut pas rentrer dans tous les détails là-dedans parce que les livres d'histoire ont plein de prix différents, en plus en fonction de la thématique, de l'année, de s'ils touchent un sujet ou un autre, d'une méthode de travail ou une autre. Et puis même sur le Renaudot, tu as aussi un Renaudot essai. Je crois que tu as des variantes pour la poésie. Je sais plus s'il y en a une pour le Renaudot. Mais en tout cas, en fait, oui, le roman étant le genre majeur, c'est toujours en roman qu'on situe souvent les prix littéraires. En tout cas, la grande majorité. D'ailleurs, le Nobel n'est pas un prix comment dire, couronne un roman, il couronne une œuvre, mais généralement c'est l'œuvre d'un romancier, et en tout cas ou quelqu'un qui a fait des romans parmi tout ce qu'il a fait. Donc c'est toujours un peu les romans qui ont un pic de vente après, pas la poésie moldave à moitié traduite. Alors, il y a des exceptions, introuvable. parce que Saint-John Perse, par exemple, a eu un Nobel de littérature, et C'est vrai, il se c'est trouve vrai. que c'est plutôt un poète qu'un romancier. Mais C'est tout à fait vrai. mais c'est vrai que Tout à fait vrai. dans l'absolu, c'est en général plutôt du roman qui intéresse tout le monde, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et alors, je sais pas par où tu veux commencer sur ce prix. Est-ce que tu veux qu'on fasse une petite généalogie des prix littéraires? Est-ce que tu veux qu'on fasse une petite typologie des prix littéraires? Qu'est-ce que tu préfères? Après, tu peux peut-être nous faire un petit historique, hein, parce que c'est toi l'expert des prix littéraires, en fait, de nous deux. Moi, tu vois, je suis un noob. Ah oui, oui, d'accord. Tu vois, j'avais même des illusions sur les conditions d'attribution des prix littéraires. Mais toi, tu as vraiment poncé le sujet. Je crois même que tu as des vidéos en préparation dessus, donc vas-y. Il me jette des fleurs. Oui, c'est vrai qu'un jour je ferai une cour martiale dessus parce que ça le mérite, hein. Un jour qui n'est pas si lointain, je pense. En fait, le prix littéraire, qu'est-ce que c'est? Pour commencer, peut-être on peut partir de là, c'est une conséquence de la massification du lectorat et du marché du livre au 19e siècle. C'est-à-dire que on a un essor formidable et fondamental de l'alphabétisation, on a un lectorat qui augmente, on a des machineries, une presse qui devient très importante pour façonner les opinions, en fait influencer, comme on dirait aujourd'hui. Et donc on a besoin de pouvoir s'y retrouver dans une production qui est pléthorique et qui devient complètement comment dire, une jungle, hein, qui devient foisonnante. Et donc, au bout d'un moment, payer des journalistes, c'est gentil. Grenouiller dans les petits milieux, c'est gentil. Avoir des attachés de presse, c'est gentil. Faire de la réclame publique ou des affiches ou machin, c'est gentil. Mais il y a une nouvelle forme qui va apparaître de prix littéraire à la fin du 19e siècle, qui va être le prix littéraire. Donc ça va apparaître avec les Goncourt. Donc les frères Goncourt, dans leur testament, demandent à ce qu'on utilise, on crée un fonds pour récompenser un roman. Et donc ils créent le plus prestigieux, le plus ancien, le plus prestigieux des prix littéraires encore en activité, qui va donc être le prix Goncourt, et qui va être rejoint par la suite par les deux autres que j'ai cités avant, c'est-à-dire le Renaudot et le Femina. Le Femina, en fait, il est né comment? Il est né parce que... Il y a des féministes qui n'étaient pas contentes parce qu'il n'y avait pas assez de femmes. Voilà, c'est ça, exactement. C'est exactement ça, c'est exactement ça. En fait, ce qui s'est passé, alors il faut quand même leur donner ce qui est vrai. Il y avait une femme qui aujourd'hui est complètement oubliée, qui s'est retrouvée en finale du prix Goncourt, je crois que c'était 1905, face à un homme qui lui aussi est complètement oublié. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'homme a gagné parce que
oui, les Goncourt étaient archi misogynes et leurs héritiers étaient archi misogynes. Et de toute façon, donc la femme n'avait pas une chance de gagner. Et ça a provoqué autour d'Anna de Noailles, qui était une poétesse importante et une très très grande, une aristocrate. Hein. J'allais dire une bourgeoise, mais c'est carrément une aristocrate. Ça a provoqué un petit rassemblement, un petit remous littéraire. Et elles ont créé un prix qui s'appelait de tête le prix de la vie heureuse. Exactement. Alors je te fact-check en ça, direct. Vas-y, contestation du calvaire du Christ. La femme dont tu as, de manière incompréhensible, oublié le nom, était Myriam Hari. Pour un très célèbre roman que tu connais forcément, La conquête de Jérusalem. Voilà. Si, moi, je n'en ai jamais entendu parler, ni de Myriam Hari, ni de La conquête de Jérusalem. Ça se trouve, c'est vachement bien. Alors, tu sais, j'ai l'impression qu'il y avait une espèce de vibe de faire des romans à cette époque sur l'Orient. Et tu sais, c'est une sorte d'orientalisme. Plus tard. Ouais, c'est ça. T'avais Barès qui avait fait un jardin sur l'Oronte. Alors c'est un peu plus tard, mais c'est vraiment un peu cette vibe-là, quoi. Bref, du coup, elles ont fondé cette espèce de prix qui, je crois, c'est en 1922, est devenu le prix Femina. Et alors, la logique du Femina, c'était d'avoir un prix qui était attribué par des femmes, mais pas forcément à des femmes. Ça pouvait être attribué à des hommes. D'ailleurs, il y a eu des hommes prestigieux dans les gagnants du prix Femina à travers l'histoire. Il y a eu Bernanos, il y a eu Saint-Exupéry. Enfin, il y a eu des gars qui pesaient très très lourd et qui n'étaient pas du tout efféminés, pas loin du monde. Hein, c'est pas du tout ce qu'on peut dire. Voilà. Et puis, tu as le prix Renaudot, qui est le troisième prix très connu, qui, lui, a eu sa plus grandeur de gloire, si on peut dire, quand il a été attribué à Céline. Donc,